choix stratégiques. En fait, la croissance a été toujours la préoccupation majeure des entrepreneurs. En effet, la grande majorité des cas de l'entrepreneur est portée par cette volonté de croissance. Il a conscience que s'il ne progresse pas, la concurrence va rapidement le mettre à mal. Les investisseurs attendent donc que les managers des entreprises conduisent des stratégies de croissance rentables. Alors la question qui se pose, quelle voie s'offre à eux? Alors, on commence par la voie de spécialisation. En fait, la spécialisation s'inscrit dans le cadre exclusif d'un domaine d'activité particulier sur lequel l'entreprise concentre tous ses efforts et déploie ses ressources et ses compétences. Et ce donne pour objectif d'atteindre dans cette activité le meilleur niveau de compétences possible et d'en faire un avantage concurrentiel décisif. Et pour parler plus de détails sur la spécialisation, on va inviter ma chère Nermine Jumel. Bonjour Nour. Donc, la spécialisation correspond au corps de métier de l'entreprise. Quand une activité débute ou au contraire nécessite une restructuration, il est primordial de définir l'accord de métier de l'entreprise. Dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise concentre ses efforts sur son domaine de l'activité et choisit d'améliorer son expérience et son avantage compétitif. Cette stratégie peut être envisagée si le marché dans lequel ouvre l'entreprise offre des potentialités de croissance et que celle-ci les moyens nécessaires pour conforter les positions compétitives. Par rapport à ses concurrents, l'entreprise spécialisée peut bénéficier de plusieurs avantages comme conquérir une part de marché plus importante et réduction des coûts grâce au phénomène d'économie d'échelle et à l'effet d'expérience et encore l'amélioration de la productivité et de la rentabilité. Effectivement, ça. On se spécialise en fait au sein du cycle de vie d'une activité. Des moments sont plus propices que d'autres à la spécialisation. On se spécialise dans un domaine, on ne se spécialise pas sur un domaine d'activité qui atteint sa maturité, mais plutôt dans le cycle lorsque l'activité présente des perspectives importantes de développement. Les types de spécialisation sont différenciés selon la phase de maturité de l'activité et la position concurrentielle de l'entreprise. Il existe 4 types différents de la spécialisation, à savoir la spécialisation extensive, lorsque la phase de maturité est en croissance et la position concurrentielle soit forte et défendable. Spécialisation restrictive, c'est-à-dire niche, lorsque la phase de maturité est en croissance et la position concurrentielle faible et non défendable. Et lorsque la phase de maturité est en déclin et la position concurrentielle est forte, l'entreprise a le choix entre le maintenir de la spécialisation qu'elle a développée dans les phases précédentes, c'est-à-dire spécialisation passive, ou changer carrément de l'activité, c'est-à-dire elle choisir la diversification. Le type dernier, c'est lorsque la phase de maturité est en déclin et la position concurrentielle est aussi faible et non défendable. L'entreprise a le choix entre la spécialisation par concentration ou restrictive, c'est-à-dire retranchement, ou spécialisation par diversification. L'entreprise engagée dans la spécialisation peut suivre 2 voies distinctes, successives ou simultanément. L'une est géographique et consiste à faire des choix d'expansion ou de restriction au sein du marché. Pendant qui circonscrit l'entendu spécial de l'activité de l'entreprise. L'autre s'exprime en termes de produits marché. Elle consiste à générer ou à sélectionner des groupes de produits marché dont les facteurs clés du succès sont identiques au sein du domaine d'activité. C'est une diversification marketing qui s'appuie sur une politique de gamme ou de clientèle. Et maintenant, on va parler de diversification marketing et pour plus de détails, Nami va l'expliquer. Afin de constituer une gamme étendue mais homogène destinée à sa clientèle traditionnelle. Dans notre cas des nouveaux produits, l'entreprise va utiliser des facteurs clés pour avoir un succès. Par exemple, l'intention de gamme permet d'amplifier ou de prolonger la croissance de l'activité, tout en améliorant la compétence de l'entreprise. Je sais qu'elle a des inconvénients. Elle présente des risques
marché, aussi l'apparition des produits de substitution, ainsi la maturité technologique. Aussi la forte dépendance des équipements et des hommes engendre des rigidités. Mais la plus importante, c'est la forte dépendance du marché et des produits. Maintenant, pour plus de détails, on va voir la spécialisation à la diversification. La spécialisation dans une activité doit être poursuivie tant que l'entreprise n'a pas atteint une position lui conférant un avantage décisif et durable par rapport à ses concurrents. Mais très souvent, l'entreprise est tiraillée entre un investissement de spécialisation qui contribuerait au renforcement de sa position concurrentielle et une diversification dont la rentabilité serait élevée. C'est pourquoi maintenant on va parler de voie de la diversification avec Rihem et De la stratégie de spécialisation lorsque les entreprises estiment de favoriser le développement de son rentabilité, l'amélioration de sa compétitivité et de s'adapter au changement. Elle choisit le choix de diversification de son activité qui consiste à se reposer sur le positionnement de l'entreprise dans une ou dans plusieurs domaines afin d'acquérir de nouvelles compétences et savoir-faire. Si on va parler sur la stratégie de diversification, on ne va pas oublier les fondements et les facteurs clés de cette stratégie qui sont limiter le fait de synergie des compétences, les technologies et le marché. Alors les mouvements de la diversification sont traduits par l'élargissement de l'amitié de l'entreprise qui repose sur l'ensemble des compétences, savoir-faire et les ressources, par la coexistence d'un ou de plusieurs pays ayant une ou plusieurs compétences et savoir-faire similaires. Donc, l'effet de synergie se réalise. Ainsi, ce mouvement accomplit plus la volonté d'exploiter leurs compétences, technologies ou des mouvements ou des nouveaux marchés et dans des nouvelles activités. Alors, dans la stratégie de diversification, il y a plusieurs voies. On va concentrer seulement sur les trois voies principales de la diversification. Il y a la diversification géographique, la diversification verticale et la diversification horizontale. La diversification géographique est comme son nom l'indique, elle vise de changer le marché en concevoir le même produit vendu pour établir une présence durable, augmenter la rentabilité et atteindre de nouvelles clientèles. Donc, l'entreprise a besoin de se développer et d'acquérir de nouvelles compétences. La diversification verticale. Il s'agit tout simplement d'élargir l'activité de l'entreprise vers l'avant au niveau de la distribution ou vers l'aval au niveau de son approvisionnement pour diminuer les coûts. Ainsi, et derrière voie de la stratégie de diversification, c'est la diversification horizontale. Et la stratégie la plus simple à mettre en œuvre car elle consiste à élargir les bases et les compétences que les entreprises proposent déjà. Et maintenant, je laisse la parole à Firas pour vous expliquer mieux les différents types de la stratégie de diversification. Merci. Les types de diversification. Il y a la diversification de placement. Cette forme de diversification seulement l'entreprise qui est en excès de liquidité et bonne santé financière. Car l'investissement fait serait dans d'autres métiers où il nécessite des dispositions énormes et leur rentabilité certaine. Y a-t-il des diversifications de redoublement? Cette diversification concerne seulement les activités et les produits qui en arrivent à la maturité et dans cette situation, l'entreprise doit trouver dans cette activité une source de croissance et de rentabilité plus élevée que de l'activité d'origine. Il y a d'autres types de diversification, c'est la diversification de services répondant à la nécessité d'une entreprise qui est mal placée dans les jeux concurrentiels. Donc, elle doit trouver un domaine d'activité rentable pour assurer sa pérennité et le choix du domaine. Donc, à des conditions de rentabilité à court terme, à la perspective de croissance. Et pour le dernier type de diversification, il y a la diversification de comportement. S'adresse aux entreprises qui s'occupent d'un positionnement moyen par rapport à les concurrents et qui trouvaient des difficultés à maintenir leur avantage concurrentiel
et aucun investissement ne pourra améliorer sa situation, sauf les investissements des activités computatives. Pour la dernière type de diversification, il y a de comportement, s'adresse aux entreprises qui s'occupent d'une positionnement moyen par rapport aux concurrents et qui trouvaient des difficultés à maintenir leur avantage concurrentiel. Et aucun investissement ne pourra améliorer sa situation, sauf les investissements des activités complémentaires. Pour les avantages de la diversification, on a meilleure répartition des risques, diversification de la clientèle, optimisation des coûts et augmentation du chiffre d'affaires, croissance potentielle, acquisition des nouvelles parts de marché, amélioration de position de l'entreprise dans ses environnements concurrentiels. Il y a d'autres d'avantages, il y a aussi des risques. Les risques nécessitent des investissements importants, gestion de l'entreprise doivent plus complexe et délicat, risque d'échec de nouvelles activités. Merci. Merci Léa pour avoir expliqué la diversification. Maintenant, on va voir d'autres voies qui englobent la spécialisation et la diversification à la fois avec Hana et Céline. Bonjour Céline, bonjour Hana. Bonjour. Alors, on va découvrir un autre voie qui est la globalisation avec vous. Merci de nous expliquer. D'accord. La globalisation signifie généralement le fait de concevoir quelque chose comme un tout. Elle ne se limite pas de cette définition. C'est un choix stratégique qui traduit le processus dans le rouage principal et le développement des échanges internationaux qui portent sur le flux d'investissement, le flux financier et le flux d'information. Dans ce choix, il existe 4 facteurs. En premier lieu, la demande et les marchés. Cela s'explique par l'homogénéisation de la demande et la mondialisation du marché financier. En deuxième lieu, les facteurs des coûts englobent l'économie d'échelle, rapport de force avec les fournisseurs et les différences de coûts de main-d'œuvre. En troisième lieu, la concurrence qui présente à la fois une conséquence et une cause de globalisation. Et finalement, la libre-échange qui intègre l'organisation mondiale commune et des blocs régionaux. Cette choix représente quelques avantages, parmi lesquels que cette choix favorise le rapprochement des cultures et des peuples, la différence technologique entre les pays s'amenuise, la délocalisation des emplois permet d'avoir une plus grande richesse culturelle. Mais elle ne présente pas seulement des avantages, elle représente aussi des limites. Elle peut créer une compétence dommageable qui réduit considérablement l'intérêt de globalisation. Ainsi, la globalisation est utilisée seulement dans les pays développés et elle influence négativement sur les coûts de capital et d'action. Et maintenant, on va passer aux dynamiques de concurrence internationale. On sait bien que dans les années 1960 et 1970, il existe un petit nombre d'entreprises leaders qui dominent le marché, qui sont le marché pétrolier, le marché pharmacie et le marché moteur d'avion. Et il existe une concurrence à l'intérieur du marché domestique des grands pays industrialisés. N'oublions pas aussi les entreprises multinationales qui sont le principal moteur de mondialisation. Leur rôle réside dans le flux d'investissement et la diffusion de l'innovation. Celle-ci peut conquérir rapidement une part de marché, elle dispose d'une arme spécifique, ainsi elle pratique une politique de subvention croisée. Tout ça va accroître l'interdépendance des différentes filiales et les liens entre la concurrence globale et la concurrence locale. La troisième tâche, ce sont les champions mondiaux, qui sont le fruit de deux mouvements contradictoires, le processus économique et l'histoire. Et dans ces cas, le gouvernement doit encourager et défendre les entreprises perçues comme importantes. Et enfin, le choix de localisation, qui doit être idéal, et constitue une puissante force d'attraction pour les entreprises locales et les investisseurs étrangers. Et dans ces cas, on peut citer l'exemple du groupe PSA, qui a fixé 3 ans d'expansion en Europe centrale, en Turquie et en Chine. Cette choix représente la stratégie internationale et l'avantage concurrentiel. Ce dernier a un objectif qui se manifeste dans 5 raisons. D'abord, la conquête du nouveau marché, la réduction des coûts, le transfert international de compétences sur le marché domestique, la répartition des risques dans les pays et enfin la nécessité d'être présent sur de grands marchés. L'internationalisation est un processus dans lequel l'entreprise affine son positionnement stratégique concurrentiel et développe son portefeuille de compétences. Et les stratégies multidomestiques et les stratégies transactionnelles. Maintenant, on va concentrer sur la globalisation et la
Le meilleur exemple que l'on peut traiter, c'est l'Alliance Renault-Nissan, qui ont mis une vision stratégique commune et exploité un potentiel de synergie tout en préservant l'identité de l'autonomie de deux sociétés. Ils ont une politique commune, une plateforme commune et équipe mixte. Le principal avantage, c'est le gain de temps d'une manière incomparable par rapport au développement organique. La dernière partie de ces choix, c'est l'internationalisation et la réorganisation de la chaîne de valeur de l'entreprise. On va commencer par la réorganisation de la chaîne de valeur qui participe dans le développement de la présence de l'entreprise sur la scène internationale, lui ouvre de voies nouvelles pour son avantage concurrentiel. Il est important alors de faire une répartition des activités et des différents maillons. Ensuite, la configuration concentrée qui vise à réaliser de très substantiables économies d'échelle et accumuler une grande expérience de la production industrielle. Et enfin, la coordination des activités dans une stratégie globale qui alimente l'avantage concurrentiel et favorise la multiplication des expériences de marché. Elles permettent vraiment de l'information et elles reposent sur le principe de la délégation de la responsabilité qui entraîne des compétences et des savoir-faire. Et pour conclure, dans cet environnement extrêmement concurrentiel, les entreprises sont appelées à développer des stratégies internationales pour occuper des places idéales et créer de la richesse. Comme titre de remarque, il y a certaines entreprises qui utilisent la globalisation avec diversification ou avec spécialisation. Merci Céline. Merci nous pour cette invitation. Et merci Nana. Merci beaucoup pour cette occasion et c'était vraiment un discours formidable. Merci pour tous pour avoir accepté ma invitation et à la prochaine. Inch'Allah, c'était le sujet de notre émission stratégie d'entreprise et c'était le sujet les choix